Janvier 2014. Amiens, nord de la France, des hommes déposent des roses sur les grilles d'une usine. Pas pour célébrer, pour dire adieu, derrière ce portail, 65 000 mètres carrés de silence. Des machines qui ne tourneront plus jamais. Des pointeuses qui n'enregistreront plus rien. Et 1143 vies brutalement stoppées du jour au lendemain. C'était Goodyear. Le même nom que vous voyez encore aujourd'hui sur les pneus de votre voiture, une entreprise à 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 70 000 employés, des pneus sur la Lune, des dirigeables dans le ciel, des contrats avec Henry Ford depuis 1901. Alors comment est-on arrivé là ? Comment un géant pareil finit avec des ouvriers qui séquestrent leur directeur en pleine nuit, des présidents qui promettent puis disparaissent, et un tribunal qui déclare, 6 ans après, que tout était injustifié ? Voilà l'histoire que vous n'avez jamais entendue en entier. Chapitre 1. L'homme qui a tout raté sauf l'essentiel hiver, 1839, Woburn, Massachusetts, Charles Goodyear est au bout du rouleau, des années d'échecs. Des dettes partout. Sa famille survit grâce aux voisins qui leur apportent du lait et des pommes de terre. Il a été emprisonné pour ses dettes plusieurs fois. Ce soir-là, il présente sa dernière tentative devant les notables de la ville. Un mélange de caoutchouc et de soufre. Personne n'est convaincu, les regards sont moqueurs. Goodyear craque, il jette la poignée de gomme collante en l'air, excédé. Elle atterrit sur le poêle brûlant, il s'attend à voir fondre la matière, mais non. La gomme durcit sur les bords, devient ferme, élastique, imperméable. Elle résiste à la chaleur sans se ramollir, au froid sans se casser. En une seconde d'énervement, il vient de changer le monde. Qui est cet homme ? Pas un chimiste, pas un ingénieur, né le 29 décembre 1800 à New Haven, Connecticut, fils d'un marchand de matériel agricole. Un commerçant obstiné, rien de plus. Depuis 1833, il est obsédé par le caoutchouc naturel, ce latex blanc extrait de l'EVA que les peuples amérindiens utilisaient depuis des siècles, que les Européens avaient rapporté du Nouveau Monde sans savoir quoi en faire. Le problème était simple et insurmontable. En hiver, le caoutchouc devenait dur comme de la pierre. En été, il fondait, collait, pourrissait. Inutilisable pour l'industrie. Inutilisable pour quoi que ce soit de sérieux. Goodyear en avait fait sa mission, au prix de tout. Il avait essayé l'acide nitrique, la magnésie, la chaux, tout avait échoué. En 1837, il rachète le brevet de Nathaniel Hayward sur le mélange caoutchouc-soufre. Une piste, pas encore une solution. Ce que l'accident du poêle révèle, la chimie l'expliquera ensuite. Le soufre, sous l'effet de la chaleur, crée des liaisons entre les chaînes moléculaires du caoutchouc. Ces ponts, les crosslinks, transforment un matériau instable en quelque chose de durable et d'élastique. Le procédé s'appellera vulcanisation du nom de Vulcain, dieu romain du feu. En 1844, il dépose son brevet aux États-Unis. Trop tard, l'anglais Thomas Hancock avait analysé ses échantillons, reproduit le procédé et déposé le brevet en Grande-Bretagne 8 semaines plus tôt. Goodyear passe le reste de sa vie dans les tribunaux. Il perd, il s'endette encore, il meurt le 1er juillet 1860 à New York, laissant 200 000 $ de dette. Son nom survivra, porté par une entreprise fondée 38 ans après sa mort. Une entreprise avec laquelle il n'avait aucun lien, aucun contrat. Aucune action, juste un hommage d'un homme qu'il n'a jamais rencontré. Chapitre 2, 2 usines vides et 13 ouvriers. Frank Augustus Seiberling n'était pas destiné à changer le monde. Né le 6 octobre 1859 à Norton, Ohio, fils d'une famille d'origine allemande installée à Akron, il avait grandi dans le commerce des machines agricoles. Un métier solide, un avenir prévisible. Puis la crise de 1890 avait tout emporté. La famille Seiberling avait fait faillite. Plus d'entreprises, plus de revenus. Frank avait 40 ans à reconstruire. En août 1898, il voyage à Chicago pour explorer de nouvelles pistes. C'est là qu'il entend parler de 2 usines abandonnées à vendre à Akron. Il ne sait pas encore quoi en faire, mais il les achète. 13 500 $ empruntés à des amis. Pas une banque, des amis. Le 29 août 1898, avec son frère Charles W. Seiberling, il fonde la Goodyear Tire and Rubber Company. L'équipe au complet, 13 ouvriers. La production, des pneus de vélo, des pneus de charrette, des semelles en caoutchouc et des jetons de poker. C'est ça, Goodyear au départ. La première vente de l'histoire de l'entreprise a lieu le 1er décembre 1898. Des tubes en caoutchouc pour usage médical. Montant encaissé, 25,80 $. Pourquoi ce nom, Goodyear ? Seiberling voulait rendre hommage à Charles Goodyear, l'inventeur de la vulcanisation. Aucun lien de sang, aucun contrat, aucune relation financière. Juste un hommage à un homme mort dans la misère 38 ans plus tôt. Le logo, lui, représente le pied ailé de Mercure, dieu romain du commerce et de la vitesse, un choix qui dit tout sur les ambitions de Seiberling.
Ce qui va tout changer, c'est Henry Ford. En 1901, une voiture Ford équipée de pneus Goodyear remporte une course au Detroit Driving Club. Ford remarque la marque, la confiance s'installe. En 1907, Seiberling ouvre une deuxième usine. Les pneus Goodyear équipent désormais 33% des véhicules qui circulent aux États-Unis. En 1908, Ford lance le Model T, la voiture du peuple produite en série, accessible à tous. Elle roule sur des pneus Goodyear, des millions d'exemplaires. L'année suivante, Goodyear commence à fabriquer des pneus pour avions. Le marché automobile explose. Le marché aérien commence à exister. Goodyear est sur les deux. En 1910, première implantation hors des États-Unis au Canada. En 1912, bureau à Londres, premier dirigeable lancé. En 1916, Goodyear devient le premier fabricant de pneus au monde. Chiffre d'affaires, 250 millions de dollars. Loin, très loin des 25,80 $ du début. En 1921, Seiberling quitte l'entreprise après des conflits internes avec les nouveaux actionnaires. Il fonde sa propre société, Seiberling Rubber. L'homme qui avait tout bâti n'était plus le bienvenu dans ce qu'il avait créé. En 1926, Goodyear est officiellement la plus grande entreprise de caoutchouc du monde. 13 ouvriers, 2 usines vides, 28 ans plus tard. Chapitre 3, le règne du pied ailé. En 1926, Goodyear est numéro 1 mondial, mais Seiberling est parti. Les nouveaux dirigeants regardent l'horizon et voient plus loin que les pneus, beaucoup plus loin, littéralement. Dans les années 1920, l'entreprise rachète la licence Zeppelin pour construire des dirigeables rigides. En 1924, elle signe un contrat avec la marine américaine pour 2 mastodontes volants, l'USS Akron et l'USS Macon, des aéronefs de 239 mètres de long, capables de transporter des avions à l'intérieur de leur coque. Rien de comparable n'existait à l'époque. En 1925, le premier dirigeable commercial Goodyear décolle. Il s'appelle le Pilgrim. Ce ballon ovale et lent, flottant au-dessus des stades et des villes, deviendra l'un des symboles les plus reconnaissables de la marque. Une publicité volante, silencieuse, imparable. Goodyear ne fabrique plus seulement des pneus. Elle produit des courroies industrielles, des tuyaux, des produits chimiques, dérivés du caoutchouc. Un empire diversifié, construit sur une seule matière première, transformé de 1000 façons différentes. Puis vient la guerre. Quand les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, Goodyear bascule intégralement en mode militaire. Les chaînes de production tournent pour l'armée, des pneus pour les chars, pour les avions de chasse, pour les camions de ravitaillement, des gilets de sauvetage en caoutchouc, des radeaux pneumatiques pour les soldats tombés en mer. L'entreprise ne ralentit pas, elle accélère. Ce que beaucoup ignorent, dès 1934, Goodyear avait déjà inventé le premier pneu neige clouté du monde. Et en 1937, 3 ans avant que le Japon coupe les routes maritimes d'Asie du Sud-Est, elle avait mis au point le premier pneu en caoutchouc synthétique, une anticipation qui s'avérera cruciale. Quand le caoutchouc naturel devient impossible à importer, Goodyear produit le sien. La guerre ne l'arrête pas, elle la renforce. L'après-guerre ouvre une nouvelle ère d'innovation. En 1954, Goodyear conçoit le premier tapis roulant pour transporter des passagers installé dans une gare ferroviaire américaine. En 1962, elle inaugure une usine chimique au Havre, en France, pour alimenter le marché commun européen en caoutchouc synthétique. En 1967, le pneu polyglace révolutionne la durabilité, une armature en fibre de verre intégrée dans le caoutchouc, plus résistante à l'usure, plus stable à haute vitesse. Et puis, il y a la Lune. En 1971, les roues du rover lunaire d'Apollo 14 foulent le sol de la Lune. Ces roues sont signées Goodyear. Pas des pneus au sens classique, des structures en acier tissé, sans air, conçues pour rouler dans le vide spatial sur un sol que personne n'avait jamais touché. Aucune campagne publicitaire au monde n'aurait pu acheter cette image. C'est dans ce contexte d'expansion mondiale que Goodyear arrive en France. En 1960, l'entreprise ouvre une usine à Amiens, dans la zone industrielle nord, en Picardie. Le choix n'est pas anodin. La région offre une main-d'œuvre ouvrière solide, héritée des grandes industries textiles et métallurgiques du Nord. Les axes routiers et ferroviaires permettent d'acheminer les matières premières et d'expédier la production vers toute l'Europe. L'usine fabrique 2 types de pneus techniquement très différents. Des pneus de tourisme pour les voitures de la particulière et des pneus agricoles pour les engins de ferme. 2 lignes de production, 2 logiques industrielles sous le même toit. Dans les décennies suivantes, le site devient l'un des plus grands employeurs d'Amiens Nord. À son apogée, les ouvriers produisent 24 000 pneus par jour. 3 équipes, 8 heures chacune, sans interruption, une machine parfaite, pour l'instant. Chapitre 4, l'usine qui faisait vivre tout un quartier travaillé chez Goodyear à Amiens, dans les années 1960 et 1970, c'était avoir de la chance. Un salaire stable, des congés payés, une mutuelle, une cantine.
Dans le nord de la France, dans une région ouvrière qui avait tout reconstruit après la guerre, décrocher un poste chez Goodyear signifiait une chose simple, la sécurité. Pas la richesse, pas le confort bourgeois, mais la certitude de rentrer chez soi le vendredi avec une paix et de recommencer le lundi. Les familles s'installaient autour de la zone industrielle nord. Les pères emmenèrent leurs fils visiter l'usine. Certains y passeraient 30 ans. La même chaîne, les mêmes gestes, la même odeur de caoutchouc chauffé qui imprègne les vêtements, les cheveux, la peau. André Pollard, qui y travaillera 3 décennies, dira plus tard « Goodyear un jour, Goodyear toujours ». Dès les années 1960, la CGT, la Confédération Générale du Travail, s'impose comme la force syndicale dominante sur le site. Plus de 85% des ouvriers lui font confiance. Ce n'est pas une majorité, c'est une hégémonie. Chaque négociation, chaque réorganisation, chaque décision touchant au rythme de travail passe par elle. La direction le sait, elle compose avec. L'usine tourne sur 2 lignes distinctes. D'un côté, les pneus de tourisme pour les voitures particulières. De l'autre, les pneus agricoles pour les tracteurs et les engins de ferme. 2 produits différents, 2 procédés différents, 2 marchés différents, mais un seul site, une seule direction et une seule et même CGT pour tout le monde. En 1999, le paysage change, Goodyear rachète Dunlop. 2 usines se retrouvent désormais face à face sur la même rue de Poulainville, dans la zone industrielle nord d'Amiens. L'une fabrique des pneus haut de gamme sous le nom Dunlop, l'autre, Goodyear, continue sur le segment standard et agricole. Même propriétaire, même adresse presque. Des destins qui seront radicalement opposés. Pendant ce temps, le monde change de vitesse. Dans les années 1990, Bridgestone arrive du Japon. Hankook débarque de Corée du Sud. Des fabricants d'Europe de l'Est, Matador en Slovaquie, Stomil en Pologne, inondent le marché avec des pneus moins chers, fabriqués dans des pays où le coût du travail est 3, 4, 5 fois inférieur à celui de la France. Goodyear, au niveau mondial, réagit comme tous les grands groupes industriels de l'époque. On ferme à l'ouest, on ouvre à l'est. Des usines sortent de terre, en Pologne, en Slovaquie, en Turquie. La logique est implacable. Un pneu fabriqué à Amiens coûte structurellement plus cher qu'un pneu fabriqué à Débicas. La loi Aubry de 2000 impose les 35 heures hebdomadaires en France. Pour les ouvriers, c'est une avancée sociale. Pour les comptables d'Acron, qui comparent les coûts de production usine par usine, c'est une ligne de plus dans la mauvaise colonne. Le premier avertissement sérieux arrive en 1996. La direction annonce un plan de réduction d'effectifs. Plusieurs semaines de grève s'ensuivent. Des tensions, des blocages, la CGT tient bon, refuse toute concession sur les postes. Le plan est repoussé ou réduit. Victoire syndicale, soulagement général. Mais quelque chose s'est fissuré. La direction a compris que négocier à Amiens serait toujours une bataille. Les ouvriers ont compris que leur emploi n'était plus garanti par nature. Le rapport de force était posé, il ne restait plus qu'à attendre l'étincelle. Chapitre 5. 2 jours de plus, une vie bouleversée. Tout commence par un tableau de planning. En apparence, c'est une question technique, une réorganisation du temps de travail, rien d'extraordinaire dans l'industrie. Mais à Amiens Nord, en 2007, ce tableau va déclencher 7 ans de guerre. Le système en place s'appelle le 3x8, 3 équipes, 8 heures chacune. Une équipe du matin, une de l'après-midi, une de nuit. Les rotations sont prévisibles, les week-ends sont libres. Les ouvriers savent quand ils travaillent, quand ils dorment, quand ils voient leurs enfants. Depuis des années, la vie de quartier s'est organisée autour de ce rythme. Les courses le samedi, le foot du dimanche avec les gosses, la famille le soir quand ce n'est pas la nuit. La direction propose de passer au 4x8. Le principe ? 2 jours du matin, 2 jours d'après-midi, 2 jours de nuit, 1 jour de pause, 2 jours de repos. Un cycle de 9 jours qui tourne en continu, sans interruption le week-end. L'usine peut ainsi tourner 7 jours sur 7. La productivité augmente, le coût par pneu baisse. Sur le papier, c'est rationnel. Dans la vie d'un ouvrier, c'est autre chose. Plus de week-end fixe, des jours de repos qui tombent le mardi ou le jeudi selon les semaines, un mari qui ne sait pas s'il sera là le dimanche pour le repas de famille, une mère qui ne peut plus s'organiser avec la garderie. Des années de routine anéanties par un tableau Excel conçu à Akron. La CGT et le syndicat Sud refusent de signer. À l'automne 2007, le bras de fer est officiel. La direction ne négocie pas longtemps. Elle pose son ultimatum, sans accord, sur le 4x8, des suppressions de postes sont inévitables. En juillet 2008, l'annonce tombe. 402 postes supprimés sur les 1400 que compte l'usine. La raison invoquée, productivité insuffisante, la CGT saisit le tribunal de Nanterre et gagne. Le plan social est annulé. Première victoire. Mais pas la fin de l'histoire. Loin de là. Parce que pendant ce temps, de l'autre côté de la rue de Poulainville, quelque chose se passe différemment. L'usine Dunlop, propriété du même groupe Goodyear, fait face au même choix.
Sa propre section CGT accepte le passage au 4x8. Les discussions sont difficiles, mais un accord est signé. Résultat immédiat, 40 millions d'euros d'investissement nouveaux arrivent sur le site. Les machines sont modernisées, la production se stabilise. Dunlop respire. Goodyear Amiens Nord, elle, ne voit pas un euro d'investissement supplémentaire. La CGT d'Amiens Nord réagit à la signature de sa voisine par une décision rarissime dans l'histoire syndicale française. Elle exclut la section CGT de Dunlop pour avoir signé l'accord. Une organisation syndicale qui excommunie sa propre branche. Le signal est clair, pas de compromis, pas d'exception. Ici s'ouvre la question qui divise encore aujourd'hui. Si la CGT d'Amiens Nord avait accepté le 4x8, l'usine aurait-elle survécu ? Certains disent oui, Dunlop en est la preuve vivante à quelques mètres. D'autres disent non, que la direction avait déjà décidé de fermer, que le 4x8 n'était qu'un prétexte pour accélérer le processus, qu'aucun investissement sérieux n'était prévu de toute façon, qu'on demandait aux ouvriers de sacrifier leur vie personnelle pour gagner 2 ans, peut-être 3, avant la fermeture inévitable. La vérité, personne ne la connaît avec certitude. En mars 2009, la direction revient avec un nouveau plan. Cette fois, 820 suppressions de postes sur 1450, plus de la moitié de l'effectif. En parallèle, elle annonce des investissements massifs sur le site Dunlop. Le message est transparent. On finance ceux qui acceptent de se réformer. On asphyxie ceux qui résistent. La CGT retourne au tribunal et gagne encore. En septembre 2010, le tribunal de Nanterre annule ce deuxième plan social. 2 victoires judiciaires, 2 plans bloqués. Mais l'usine n'a toujours pas d'investissement, pas de nouveaux contrats, pas de nouvelles machines. Chaque victoire au tribunal repousse l'échéance. Elle ne change pas la trajectoire, le compteur tourne. À Akron, les décisions se prennent en dollars, pas en jugement français. Chapitre 6. On n'abandonne pas les nôtres. Il y a des conflits sociaux qu'on oublie, des grèves qui durent de 2 semaines, font la une des journaux, puis disparaissent. Les usines ferment, les gens partent, la vie continue. Goodyear Amiens, ce n'est pas ça. 7 ans. 7 ans de combats, de procédures, de manifestations, de promesses brisées et de matins où on remet le bleu de travail sans savoir si c'est pour la dernière fois. Pour comprendre ce que ça représente, il faut regarder les hommes, pas les communiqués de presse, pas les jugements de tribunal, les hommes. Michael Wamen est le visage de cette lutte. Représentant CGT sur le site d'Amiens Nord, il devient en quelques mois l'une des figures syndicales les plus connues de France. Il parle aux journalistes, témoigne devant les commissions parlementaires, prend la parole dans les manifestations. Sa voix est ferme. Son message ne change pas. Quand la direction annonce officiellement la fermeture totale du site, il regarde les caméras et dit « Je donne une garantie à l'ensemble des salariés Goodyear Amiens, on va se battre jusqu'au bout. » Ce n'est pas une formule, c'est ce qu'il fait. Mais derrière Wamen, il y a 1000 autres, des gens dont les noms ne figureront jamais dans les livres d'histoire. André Pollard est l'un d'eux, 30 ans dans l'usine. Entré jeune, la tête pleine d'énergie, les bras prêts à travailler, il ressort à 50 ans, sans emploi, avec des problèmes de santé qu'il attribue à des décennies passées dans la chaleur, la poussière et les produits de chimiques. Des gestes répétitifs, des produits pas toujours inoffensifs, un corps qui a tout donné. Il dit, franchement, à part la dernière année, je n'ai que de bons souvenirs. La camaraderie, les collègues, les Goodyear, c'était des mecs bien. Quand on a été Goodyear un jour, on reste Goodyear toujours. Il a gardé un t-shirt. Dessus, 4 mots. Goodyear, Amiens, patron voyou. C'est tout ce qui lui reste de 30 ans de vie dans cette usine. Un t-shirt et des souvenirs. À partir de 2011, la politique s'invite dans l'usine. En septembre, Arnaud Montebourg, candidat à la primaire socialiste, vient serrer des mains devant les grilles. Les photographes sont là. Les caméras aussi. Le message est simple. Je suis avec vous. L'année suivante, c'est François Hollande, candidat à la présidentielle, qui fait le déplacement. Sa promesse est explicite, j'empêcherai la fermeture de votre usine. Il dit ça devant les ouvriers, devant les micros, devant la France entière. Il gagne l'élection en mai 2012, l'usine ferme en janvier 2014, Hollande n'est pas le seul. Olivier Besancenot vient, Arlette Laguillet vient. Des élus locaux, des militants, des célébrités de la gauche française défilent devant les grilles de la rue de Poulainville. Chacun repart avec ses photos, personne ne revient avec une solution. André Pollard le dira sans amertume excessive mais clairement. On a eu beaucoup de politiciens qui sont venus nous voir. Ils ont fait des promesses. On ne peut pas dire qu'il y en a un seul qui a vraiment monté au créneau. Janvier 2014, les dés sont jetés. Plus aucun recours juridique ne fonctionne. Plus aucune négociation n'avance. Dans un dernier geste de désespoir calculé, les ouvriers retiennent 2 cadres de l'entreprise à l'intérieur de l'usine. 24 heures. Les directeurs passent une nuit dans les locaux qu'ils s'apprêtent à condamner. La presse parle de séquestration. Les ouvriers parlent de retenue. Pollard explique. Ce n'était pas une séquestration. Les directeurs, je les considère comme de mauvais élèves.
On les a retenus pour qu'ils comprennent ce que c'est une usine la nuit. On les a très bien soignés. Le préfet est venu les chercher le lendemain matin. Ça s'est très bien passé. Le préfet négocie. Les cadres sortent. Les caméras du monde entier ont filmé les pneus brûlés devant le portail. 8 ouvriers sont poursuivis pénalement. Wamen est parmi eux. En 2015, le tribunal condamne. 9 mois de prison ferme. Les hommes qui avaient fabriqué 24 000 pneus par jour pendant des décennies finissent devant un juge correctionnel. Pendant ce temps, les actionnaires d'Akron touchent avec leurs dividendes. Chapitre 7. La dernière chance qu'on a peut-être inventée. Au printemps 2013, une question circule dans les couloirs du ministère, dans les rédactions, dans les cafés d'Amiens-Nord. Il y a un acheteur? La réponse est oui, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Titan International est un groupe américain basé à Quincy, Illinois, spécialiste des pneus agricoles et industriels. Une entreprise solide, pas un fantôme. Son patron s'appelle Maurice Taylor, dit mot. Un homme qui parle fort, tranche vite et n'a aucune patience pour les nuances diplomatiques. À Akron, ce profil serait respecté. À Paris, il va provoquer un désastre. Au début de l'année 2013, Titan se montre intéressé par la reprise de l'unité de production de pneus agricoles d'Amiens-Nord. Pas toute l'usine, juste la partie agraire. L'offre est précise, conserver 536 postes sur les 1143 menacés. La moitié des emplois sauvés, 2 ans de garantie de production. Pour certains, c'est insuffisant. Pour d'autres, c'est déjà ça. La CGT pose ses conditions. Elle exige 5 ans de garantie, pas 2. Elle demande des engagements écrits sur les volumes de production. Elle ne fait pas confiance aux promesses verbales d'un groupe américain qu'elle ne connaît pas. Le souvenir des engagements non tenus est trop frais. Les politiciens aussi avaient promis. Les négociations piétinent. C'est dans ce contexte qu'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif du gouvernement Hollande, décide d'écrire à Maurice Taylor. Une lettre officielle, un appel à l'investissement. La France tend la main, Taylor répond publiquement. Et ce qu'il écrit va tout faire exploser. Dans sa lettre, le patron de Titan décrit les ouvriers français comme des gens qui travaillent 3 heures par jour, s'arrêtent 1 heure pour déjeuner et repartent en touchant des salaires que le reste du monde considérerait comme délirants. Il dit, sans détour, qu'il serait fou d'investir dans un tel environnement. Que Titan a mieux à faire avec son argent, la lettre est rendue publique. Elle fait le tour des médias en quelques heures. Montebourg répond avec une violence symétrique. Il traite Taylor d'imposteur, de personnage irresponsable. Il dit que la France n'a pas besoin d'investisseurs qui insultent ses travailleurs. Il claque la porte. Le duel est spectaculaire, les caméras adorent, les éditorialistes s'emballent. Pendant 48 heures, cette guerre de lettres devient le symbole de tout, de l'arrogance américaine, de la rigidité française, de l'incompréhension mutuelle entre 2 modèles économiques qui ne parlent pas la même langue. Mais derrière le spectacle, une question reste sans réponse. Est-ce que cette opportunité était réelle? Est-ce que Titan aurait vraiment repris l'usine si la CGT avait accepté 2 ans de garantie? Est-ce que Montebourg aurait dû ravaler sa fierté et maintenir le dialogue malgré l'insulte? Ou est-ce que Taylor avait déjà décidé de ne pas investir et que la provocation était précisément calculée pour faire capoter les négociations sans que Titan ait à assumer le refus? Personne ne le sait. Personne ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est qu'au printemps 2013, il n'y a plus d'acheteurs. Titan est parti, aucun autre repreneur ne se manifeste. Le site de Goodyear Amiens-Nord se retrouve sans solution industrielle, sans investisseurs, sans perspective. Le tribunal de commerce de Nanterre valide le plan social. La voie juridique est ouverte pour la fermeture. Henri Dumortier, PDG de Goodyear Dunlop Tires France, s'exprime devant les journalistes. Sa voix est posée. Ses chiffres sont nets. La production de pneus sur le site a généré une perte cumulée de 61 millions d'euros. La fermeture n'est pas un choix, c'est une nécessité comptable. Dans le même temps, Goodyear retire sa proposition de plan de départ volontaire. Les négociations sur les conditions de sortie s'effondrent. Le PDG parle d'un échec incompréhensible d'un point de vue rationnel et absolument désastreux sur le plan économique et social. Incompréhensible. C'est le mot qu'un dirigeant d'une multinationale à 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires choisit pour décrire le comportement de 1000 ouvriers qui refusent de perdre leur emploi sans se battre. L'usine va fermer. La question n'est plus si, elle est quand. Chapitre 8, le 22 janvier, début janvier 2014. Les négociations sont mortes, les recours juridiques se sont épuisés. Les politiciens sont passés à autre chose. Il ne reste plus rien à attendre d'en haut. Alors les ouvriers entrent dans l'usine. Et ils refusent d'en sortir. L'occupation dure 2 semaines. Les hommes dorment sur place par roulement. Ils mangent ce que les familles apportent devant les grilles. Dehors, les femmes, les enfants, les voisins organisent des rassemblements. Des bougies, des banderoles, un concert devant la mairie d'Amiens dans le froid de janvier, pour que la ville n'oublie pas ce qui se passe à 2 kilomètres de là, dans la zone industrielle nord. Wamen explique la logique de l'occupation sans détour.
Tant qu'on est à l'intérieur, ils ne peuvent pas démonter les machines. C'est notre dernière carte, pas une carte gagnante, une carte retardatrice. Ils le savent, mais ils jouent quand même. Le 17 janvier, le préfet de région est mandaté comme médiateur. Les discussions reprennent, dans une atmosphère tendue, entre des hommes qui n'ont plus grand-chose à perdre et une direction qui a déjà tout décidé. Le 22 janvier 2014, un accord est signé. La CGT obtient des indemnités de licenciement triplées par rapport au minimum légal. C'est la seule victoire concrète de 7 ans de combat. Pas le maintien d'un seul emploi, pas une reprise partielle, pas un engagement sur l'avenir du site. Juste de l'argent. Plus d'argent que prévu au départ, mais de l'argent quand même, pour solde de tout compte. Wamen s'exprime une dernière fois devant les caméras de France 3. Sa voix est calme, presque froide. Il dit « De toute façon, le boulot est mort. On attendra le fric. 7 ans résumés en une phrase. » Les ouvriers sortent, un par un, ou par petits groupes. Certains ne se retournent pas. D'autres jettent un dernier regard sur les bâtiments, les quais de chargement, les vestiaires, qu'ils connaissent par cœur depuis 20 ou 30 ans. Des hommes qui ont passé plus de temps dans cette usine que dans leur salon se retrouvent soudainement dehors, sans badge, sans pointeuse, sans destination. Le 26 janvier, des salariés reviennent déposer des roses sur les grilles. Pas pour manifester, pour prendre congé. Le 4 février, les premières lettres de licenciement partent, par centaines. 1173 au total. L'onde de choc se propage immédiatement dans tout le quartier. Les sous-traitants qui fournissaient de l'usine perdent leur contrat du jour au lendemain. Les prestataires de maintenance, les transporteurs, les cantines, les équipementiers locaux, tous ressentent le contre-coup. Une usine ne ferme jamais seule. Elle entraîne avec elle tout un écosystème invisible que les statistiques officielles ne comptent jamais vraiment. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, le choc est brutal et durable. À 50 ans, avec comme seule expérience 30 ans sur une ligne de fabrication de pneus, le marché du travail est une porte fermée. Les reconversions sont longues, difficiles, souvent humiliantes pour des hommes habitués à produire quelque chose de concret avec leurs mains. Certains ne retrouveront jamais un emploi stable. D'autres accepteront n'importe quoi, à n'importe quel salaire et pour ne pas rester chez eux. André Pollard retrouvera un poste. Mais il parlera des années plus tard de problèmes de santé qu'il attribue à ces décennies d'exposition aux produits de l'usine. Il n'est pas le seul. Plusieurs anciens salariés évoqueront des pathologies respiratoires, articulaires, neurologiques. Des corps usés par des années de cadence, de chaleur, de produits chimiques que personne ne qualifiait d'inoffensifs. La justice, elle, continue de travailler à son rythme. En 2015, 8 anciens salariés sont condamnés pour la séquestration des 2 cadres. 9 mois de prison ferme. Des hommes qui avaient passé leur vie à construire quelque chose se retrouvent jugés pour avoir retenu leur directeur une nuit dans l'usine qu'on leur prenait. En mai 2020, le Conseil des prud'hommes rend un verdict qui résonne comme un aveu tardif. Il donne raison à plus de 800 ex-salariés qui contestèrent le caractère économique de leur licenciement. Le licenciement était abusif. Goodyear devra indemniser. Abusif. Le mot est dans le jugement, 6 ans après la fermeture. Quand l'usine n'existe plus, quand les machines ont été fondues, quand les bâtiments ont été rasés, quand certains anciens ouvriers sont déjà morts. Abusif. Trop tard pour que ça change quoi que ce soit, à quoi que ce soit. Chapitre 9. Ce qu'il reste quand tout a disparu. Après le 22 janvier 2014, l'usine n'est pas démolie. Elle est abandonnée. C'est ça, le premier acte de la mort d'un site industriel. Pas une explosion spectaculaire, pas une cérémonie, juste des portes qu'on ferme, des lumières qu'on éteint et le silence qui s'installe progressivement dans 65 000 mètres carrés de béton et d'acier. Les machines sont là. Les chaînes de production sont là. Les vestiaires sont là, avec encore des affaires oubliées sur les crochets. Les pointeuses sont là, inutiles, figées sur la dernière heure badgée. Tout est là, mais plus personne ne vient. Pendant 3 ans, le site reste dans cet état de suspension, ni vivant, ni mort. Une usine fantôme au milieu d'une zone industrielle qui continue de tourner autour d'elle. Les camions passés sur la rue de Poulainville, l'usine Dunlop, juste en face, continue de produire. Et Goodyear Amiens Nord se dégrade lentement, saison après saison, rouille après rouille, vitre cassée après vitre cassée. Les gens du quartier connaissent ce phénomène. Ils l'ont vu ailleurs, dans d'autres villes du nord de la France. Une usine fermée attire d'abord les curieux, puis les vandales, puis l'oubli. Le bâtiment devient une présence muette, un reproche architectural planté au milieu du paysage. On ne le regarde plus, on fait comme s'il n'était plus là. Mais il est là. 281 000 mètres carrés de terrain au total. Une surface équivalente à 40 terrains de football, au cœur d'une zone industrielle, à l'abandon. Franck de Crombec connaît ce terrain mieux que quiconque. Il y a passé des années comme chef de maintenance chez Goodyear. Chaque tuyau, chaque fosse, chaque angle de chaque bâtiment, il les a dans la tête. Quand BT Immo rachète le site en 2017 et l'embauche pour superviser les travaux de démolition, il accepte. Il dira plus tard « Je connais mieux ce site que ma maison. Ce qu'il y avait là, c'était de la vie. »
Et maintenant, on va lui redonner de la vie. Redonner de la vie. L'expression est belle, ce qu'elle recouvre l'est moins. En septembre 2018, les pelleteuses entrent sur le site. La démolition est confiée à l'entreprise picarde L'Hôtelier. Le chantier est prévu pour durer 6 mois. Les ouvriers commencent par le bâtiment de stockage des matières premières, puis les ateliers de fabrication, puis les bureaux, puis tout le reste. 6,5 hectares de bâtiments rasés, les fosses comblées, les dalles arrachées, les structures métalliques découpées et envoyées à la ferraille. Avant même que les murs tombent, des équipes sont passées pendant 13 mois pour désamianter l'ensemble du site, des hommes en combinaison intégrale, 4 heures par jour maximum, démontant panneau par panneau les matériaux contaminés. L'amiante était partout dans les constructions industrielles de cette époque. Un poison silencieux supplémentaire, hérité des décennies de production. En avril 2019, c'est terminé. Le terrain est nu, plat, vide. De Crombecq le décrit avec un seul mot, lunaire. 20 hectares sans rien, pas un mur, pas une fondation visible. Comme si l'usine n'avait jamais existé. Comme si les 1173 ouvriers n'avaient jamais badgé ici. Comme si 30 ans de production, 24 000 pneus par jour, des générations de familles d'Amiens-Nord n'avaient laissé aucune trace. La terre a tout absorbé. Ou presque. Sur ce terrain vide, la reconstruction commence. BTIMO construit un entrepôt de 8 hectares, de la logistique, des quais de chargement, des camions qui entrent et sortent, propres, fonctionnels, anonymes. Paprec s'installe. Une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets dont le siège est à La Courneuve. Première ironie, sur le terrain d'une usine qui fabriquait quelque chose, on installe une entreprise qui traite ce qu'on jette. Le groupe technique prend également pied sur le site dans la fabrication de composants électroniques industriels. Bilan des emplois créés à Horizon 2024, une quarantaine, 40 emplois, contre 1173 perdus. Personne ne dit que c'est suffisant. Personne ne prétend que c'est comparable. Les responsables du projet parlent de première étape, de dynamique à construire, d'avenir à inventer. Ce sont des gens de bonne volonté qui font leur travail honnêtement dans une situation impossible. Mais les chiffres sont là, implacables. 40 contre 1173. Et sur ce terrain parfaitement aplani, aucune plaque, aucun panneau, aucune mention de ce qui s'est passé ici. Les camions de Paprec manœuvrent à l'endroit exact où des hommes montaient en cadence des pneus qui équipaient des millions de voitures européennes. Ils ne le savent probablement pas. Personne ne leur a dit. Chapitre 10. On n'a pas encore trouvé la réponse, alors qui a tué l'usine Goodyear d'Amiens? La question est simple. La réponse ne l'est pas. Evelyne Baker a travaillé des années dans les bureaux administratifs du site. Militante CGT, elle est aujourd'hui conseillère municipale d'opposition à Amiens. Elle dit « L'usine ne proposait aucun volume de production sérieux, aucun carnet de commandes garanti. C'était une stratégie du groupe pour mettre à mort le site progressivement, sans avoir à assumer la décision frontalement. Les salariés sont des victimes. Ce qu'il faut retenir, c'est le comportement des bourreaux. » Henri Dumortier, lui, a dirigé Goodyear Dunlop Tires France pendant les années du conflit. Il dit « La production a généré 61 millions d'euros de pertes. Les chiffres ne mentent pas. La fermeture n'était pas un choix idéologique. C'était une obligation comptable. Les économistes, eux, posent la question différemment. Ils demandent « Est-ce que le refus du 4x8 a accéléré la fermeture ou est-ce que la fermeture était décidée de toute façon et le 4x8 n'était qu'un prétexte pour la justifier ?» La réponse honnête est « On ne sait pas. Dunlop a accepté le 4x8 et survécu. Goodyear a refusé et fermé, mais Dunlop fabriquait des pneus haut de gamme avec des marges plus élevées. Les situations n'étaient pas identiques. Comparer les deux, c'est comparer des choses qui ne sont pas comparables. La vérité est probablement multiple. Un groupe américain qui cherche à réduire ses coûts en Europe occidentale. Une organisation syndicale qui ne fait pas confiance à une direction qui a menti plusieurs fois. Des politiciens qui utilisent la détresse des ouvriers comme décor de campagne. Un système judiciaire qui donne raison aux salariés mais 6 ans trop tard. Des investissements qui vont systématiquement vers les sites qui acceptent de se réformer et qui asphyxient ceux qui résistent. Tout le monde a une part de responsabilité. Personne ne sera vraiment jugé pour ça. Ce qui s'est passé à Amiens n'est pas un accident, c'est un modèle. Ford Genk, en Belgique, ferme en 2014 4 300 emplois. Opel Bochum, en Allemagne, ferme la même année 3 300 emplois. Fiat Termini Imerese, en Sicile, avait fermé en 2011. Dans les Hauts-de-France, en Lorraine, dans le Nord, Pas-de-Calais, des dizaines de sites industriels ont vécu la même trajectoire sur la même décennie. Des noms différents, la même histoire. Des multinationales qui rationalisent leur production à l'échelle mondiale, des bassins d'emploi qui s'effondrent, des élus qui promettent, des tribunaux qui tranchent trop tard. Et maintenant, une deuxième vague arrive. Elle ne vient pas d'Europe de l'Est cette fois. Elle vient des algorithmes et des bras mécaniques. L'automatisation supprime des postes que la délocalisation n'avait pas encore touchés.
Des métiers qui semblaient à l'abri, parce qu'ils nécessitaient des mains humaines, de l'expérience, du jugement. Ces métiers-là sont désormais dans le viseur. Les robots ne demandent pas de 4 fois 8. Ils ne font pas grève. Ils n'ont pas besoin de mutuelle. 10 ans après la fermeture, France Bleu et France 3 sont retournés voir les anciens salariés de Goodyear. Certains ont retrouvé un emploi stable, après des années de galère. D'autres n'ont jamais retrouvé l'équivalent de ce qu'ils avaient. Quelques-uns sont partis en retraite anticipée, épuisés par des années de conflits et de précarité. Plusieurs évoquent des problèmes de santé persistants, des pathologies liées aux produits chimiques, au bruit, aux cadences. Des corps qui portent encore la trace de décennies passées dans cette usine. Mais quelque chose résiste. Les anciens Goodyear se retrouvent encore. Ils se connaissent, ils se téléphonent. La communauté existe toujours, même sans le lieu qui lui donnait son nom. André Pollard le dit mieux que n'importe quel sociologue. Quand on a été Goodyear un jour, on reste Goodyear toujours. Une usine, ce n'est pas que des machines et des murs. C'est une façon d'être ensemble, une culture du travail transmise de père en fils, une identité collective qui n'a pas besoin d'un bâtiment pour survivre. Charles Goodyear est mort ruiné en 1860. Frank Seiberling a été évincé de l'entreprise qu'il avait créée en 1921. Les 1173 ouvriers d'Amiens ont été licenciés en 2014 pour des licenciements jugés abusifs 6 ans plus tard. L'Empire a toujours trouvé le moyen de broyer ceux qui l'avaient construit. La question qu'on vous laisse ce soir est simple. Dans un monde où les capitaux traversent les frontières en une seconde et où les usines ferment en 7 ans de conflit, est-il encore possible de concilier la logique du profit et la dignité de ceux qui travaillent ? Personne n'a encore trouvé la réponse.